après l'épisode Motobécane, Moto Française, arrive un autre épisode, parce que Motobécane arrête, tout simplement, on est d'accord, Oui. 81. C'est fini. Ça, Ce sont, mais, Donc Motobécane, 82, tu rebondis comment? Motobécane a déposé le bilan, Oui, donc il a c'est déposé fini. le bilan. On ne parle plus de. D'ailleurs, 1982, tu rebondis. Est-ce que Alors- tu rebondis d'abord? alors, je cours avec des motos privées, hein, donc je redeviens privé, je fais une saison à 250. In fine, une belle saison malgré tout, bon, avec un nombre de résultats assez réduit, mais là aussi un petit peu de malchance, mais je rentre quand même dans les... je fais 4e au Grand Prix d'Espagne, par exemple, je fais quelques belles performances, bon, on va dire une saison mitigée, quoi, avec de belles choses, et puis aussi quelques déceptions. Mais suffisante pour te donner envie de continuer. Oui, bien sûr, parce que je pense que le potentiel est là, c'est-à-dire, à mon avis, une saison où, c'est l'une des saisons où j'ai sans doute roulé plus vite. J'ai pas fait des résultats exceptionnels cette année-là, mais j'ai roulé. Le métier était rentré. Oui. Et tu n'as que 22 ou 23 ans. Oui, c'est ça. Arrive donc 1983. Alors je débute la saison toujours en privé, hein, avec une Yamaha. Là par contre le début de saison se passe moins bien. Bon, je crois que je fais péniblement 7e au Grand Prix de France, et je crois que c'est à peu près en début de saison ma seule performance. Et donc, et puis les moyens financiers là, ça commence à être difficile. Donc à mi-saison je décide d'arrêter. Je décide d'arrêter et je rencontre, alors je me souviens plus sur quel Grand Prix, mais il se trouve que dans le paddock, j'ai donc déjà pris la décision d'arrêter, c'est-à-dire que c'est le dernier Grand Prix de cette année que je fais. Je préfère plutôt me préparer la saison 84. Mais il se trouve que je croise Christian Estrosi, qui lui roule sur la Pernod, qui s'est blessé et qui ne pourra pas faire le Grand Prix suivant, qui est le Grand Prix de Yougoslavie. Donc je le croise et je lui dis, écoute Christian, moi j'arrête, je n'irai pas en Yougoslavie, de toute façon j'arrête la saison cette année. Et Christian me rappelle quelques jours après, en me disant, bah, écoute, je ne pourrais pas, pour ma part, également faire le Grand Prix de Yougoslavie parce que je suis blessé, mais par contre, il faut que la moto roule. Donc si ça t'intéresse, je te propose de rouler avec la Pernod. Je sais que tu es disponible, puisque de toute façon, tu avais décidé de ne pas rouler. Alors ça peut sembler paradoxal, j'ai fait refuser. J'ai fait refuser parce que la moto n'avait pas de très bonne réputation à l'époque. La Pernod avait une réputation très mitigée. Bon, ceci dit, tous les frais étaient payés, etc. Bon, et puis je me suis dit, bon, bah, écoutez, on va quand même y aller, on va tester cette moto. Donc en fait, personne ne savait vraiment si elle marchait bien ou pas. Il y avait vraiment des... Il y avait un manque de régularité. Oui, bah, bon, d'abord, Christian, jusqu'à là, avait fait aucun résultat. Et puis, bon, les gens étaient très partagés sur les performances réelles de la moto. Et donc je vais en Yougoslavie, et puis finalement là je me rends compte que la moto elle est performante, voire très performante. D'ailleurs, alors que c'est une moto que je découvre, il n'y a pas d'essai avant, hein, je découvre la moto sur les essais chronométrés. À l'époque, toutes les séances étaient chronométrées, il y avait 4 séances, et je dois peut-être faire le 20e temps à la première séance, le 12e à la deuxième, le 7e à la troisième, et je me souviens que j'étais en deuxième ligne. Je me souviens plus exactement à quelle place, mais j'étais dans les 5, 6... Entre 5 et 8, quoi. Entre 5 et 8, tout à fait, voilà. Donc tu reviens à nouveau en tête de grille. Oui, tout à fait. Et donc je fais ce Grand Prix, toute la course en bagarre pour la 4e place, si mes souvenirs sont bons. Malheureusement, dans le dernier ou l'avant-dernier tour, Didier de Radiguez, avec qui j'étais en bagarre, chute juste devant moi, m'oblige à sortir dans la terre, je reprends la piste, mais j'ai perdu 3-4 secondes, 5 secondes, et je suis décroché du groupe avec qui j'étais en bagarre, hein, et donc je finis 6e du Grand Prix. Bon, malgré tout, 6e, en bagarre pour la 4e place, c'était inattendu pour cette moto qui jusqu'à là n'avait jamais été dans les points, hein. Bon, ceci dit, c'était un one-shot, hein. Je remplaçais Christian juste pour un Grand Prix, hein. Alors, néanmoins, bon, les mécaniciens qui avaient des relations un peu tendues avec Christian, les mécaniciens souhaitent que je continue à piloter la moto, et donc la question se pose d'avoir une deuxième moto à côté de celle de Christian. C'est pas possible pour les 2 Grands Prix suivants, donc il y a juste Christian qui fait la Hollande et la Belgique, d'ailleurs avec une place de 8e, je crois, en Belgique ou en Hollande, je me souviens plus très bien, mais enfin, donc même Christian lui-même améliore ses performances. Et alors là-dessus, donc moi j'essaie toujours d'obtenir une deuxième moto. Il se trouve que on peut dire que j'ai eu de la chance là aussi, c'est parce qu'il se trouve que la société Pernod et mon domicile, j'habitais juste à côté.
J'habitais à 3 km ou 4 km, c'est Créteil. Créteil. Moi j'habitais Vitry-sur-Seine, c'est juste à côté. C'est limitrophe. Le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne. Et donc j'allais tous les jours chez Pernod. Tous les jours j'allais chez eux et j'ai fait du lobbying, si on peut dire, c'est tout à fait le terme approprié, pour obtenir cette deuxième moto. Et finalement, je l'obtiens pour le Grand Prix d'Angleterre avec encore des péripéties. Il a même fallu qu'à un moment donné que je sorte mon carnet de chèques. Parce qu'il y a des gens qui voulaient bien... Bon, enfin, je mettrai un voile pudique là-dessus, mais il faut savoir que j'ai dû payer quand même pour... Le chèque a été touché ou pas, oui, le chèque a été encaissé. Ouais. Les chèques ont été encaissés, oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Et donc... Arrive le fameux Grand Prix d'Angleterre. Mais alors pour tout dire, parce que tu parles d'échecs, il faut savoir que la société Pernod m'a remboursé cet investissement que j'ai dû faire, mais au moment où je l'ai fait, je ne savais pas que j'allais remporter le Grand Prix. Voilà, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on oublie que c'était à... Combien de courses avec la Pernod avais-tu fait quand tu gagnes le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone? Deuxième. Il y avait la Yougoslavie, un mois avant peut-être, ou 5 semaines avant. Et donc c'est la deuxième fois que je monte sur la moto. Donc finalement, j'arrive à avoir une moto, une 250 Pernod pour le Grand Prix d'Angleterre, pour Silverstone. Et là, en plus, j'aime Silverstone. Il se trouve que en 125, j'avais fait une pole position à Silverstone. J'avais fait deuxième du Grand Prix. C'est un circuit, le Silverstone de l'époque. Aujourd'hui, on l'a émasculé. Maintenant, c'est des virages serrés, etc. À l'époque, c'était des grandes cassures très rapides. Et moi, j'adorais ce circuit. Et donc, ce qui est d'ailleurs un peu... J'avais fait un temps aux essais pas exceptionnel, je crois que j'avais le 8e ou 10e temps aux essais, donc c'était pas extraordinaire, mais j'ai déclaré le matin aux gens de chez Pernod qui m'ont dit alors ça va, t'as bien dormi, t'es en forme, qu'est-ce que tu penses faire comme résultat? Je leur ai dit je vais gagner. J'avais jamais gagné de Grand Prix jusque-là, j'avais fait des places de 2, mais j'avais jamais remporté de Grand Prix. Je leur ai dit je vais gagner. J'étais extrêmement serein. Et j'ai remporté le Grand Prix. Voilà, ça a été avec une arrivée vraiment extrêmement serrée, puisqu'on se retrouve quasiment côte-côte dans le virage avec Thierry Espier. Voilà, et puis finalement, je suis sur la bonne trajectoire, je gagne avec quelques mètres d'avance. Mais il faut savoir qu'il y avait 9 pilotes qui pouvaient remporter le Grand Prix. Alors, aujourd'hui, c'est commun, en Moto 3, etc. On voit souvent le 9e qui remporte le Grand Prix, le 9e, 5 virages avant l'arrivée. À l'époque, c'était rarissime. Et donc, le 3e étant Christian Sarron. Et c'est d'ailleurs l'unique Grand Prix de l'histoire du sport moto où 3 Français sont sur le podium. Il n'y a pas d'autres exemples. Il y a des exemples où il y a 2 Français sur le podium. Il y a un seul Grand Prix dans l'histoire où 3 Français sont sur le podium. En sachant que TF1, avec Dunac, Chapelle, faisait un effort énorme et que c'était en direct. Alors ça aussi c'est exceptionnel. Alors là aussi, voilà. Dans ma carrière, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des malchances. J'ai perdu un Grand Prix le Grand Prix de Finlande où j'ai terminé 2e en 81. Nieto dans le dernier tour a un problème mécanique, et donc sa moto marche sur un cylindre et demi. Donc je lui fonds dessus, j'étais peut-être 10 secondes derrière lui ou 8 secondes derrière lui. Je lui fonds dessus. Et je passe la ligne 1 mètre ou 2 mètres derrière lui. Voilà, c'est-à-dire que la ligne droite aurait été un tout petit peu plus longue, je remportais mon premier Grand Prix. Donc ça, on peut dire que là, j'avais pas eu de chance. Par contre, en 83, en effet, non seulement je remporte le Grand Prix, il est diffusé à la télévision, ce qui était rarissime à l'époque. Peut-être c'était sur la principale chaîne sur TF1 qui faisait 60% de l'audience. Absolument. On n'imagine pas maintenant, on a du mal, mais. Et alors, d'ailleurs, l'histoire là-dessus, c'était les 500 qui devaient normalement être diffusés. Mais Dunac s'était battu avec la direction des sports de TF1 en disant mais en 500, il n'y aura pas de victoire française. Le meilleur français à l'époque, ça devait être Marc Fontan, qui pouvait rentrer dans les 5, mais il ne pouvait pas gagner. Bon. En 250, on a toutes les chances de voir une victoire française. À l'époque, les Français, on était constamment sur le podium, voire on gagnait des Grands Prix en 2,5. Et donc, Dunac arrive à obtenir de la direction des sports que ce soit les 250 et pas les 500 qui soient retransmis. Il n'y a que les 250 de retransmis. Voilà. Et donc je remporte ce Grand Prix sur TF1. Je suis passé brutalement du stade de garçon avec une certaine notoriété, mais dans le microcosme, dans le milieu moto, j'avais une notoriété quasiment nationale. Ça n'a pas duré très longtemps, mais le douanier, quand je suis rentré, il m'a dit « Ah, c'est vous le pilote de moto ». Mon boucher m'a dit « Je ne savais pas que vous faisiez la moto. Je vais dans un magasin, je donne mon nom, le type, vous faites de... » Enfin, je me suis rendu compte d'un coup, j'ai connu... Encore une fois, pendant une période assez courte, mais une notoriété nationale, voilà, où les gens me reconnaissaient dans la rue, où les gens... Jean-François Dunac, journaliste à Automoto, Dominique Guimond, Jean-Pierre Chapelle, etc. Alors, victoire, après.
Pas facile à gérer tout ça. Alors après, c'est l'avant-dernier Grand Prix, hein, le Silverstone. Il y a encore un Grand Prix en Suède. Alors là où par contre, là ça fait plutôt partie de moins de chance, on va dire, on va parler de malchance, mais moins de chance, puisque j'arrive là-bas, dès la première séance d'essai, je suis vraiment très en forme, je suis vraiment, comment dire, la victoire à Silverstone m'a transcendé, je pars pour gagner le Grand Prix aussi, je pense, bon, les premières séances d'essai, je me souviens, je fais le deuxième temps facilement. Franchement, je fais le deuxième temps facilement. Bon, donc je me dis, bon, celui-là, ça va en faire deux. Et puis deuxième séance d'essai, donc la première, donc je suis deuxième, donc deuxième séance d'essai, je pars, je fais un tour et je serre. Bon, donc je ramène la moto, donc du coup je passe de la deuxième à la 8e place aux essais, etc. Bon, très bien, donc les mécaniciens regardent le moteur, bon, c'est dire un problème de carburation. Donc. Néanmoins, il se trouve que moi j'avais une longue expérience des serrages, parce que j'ai eu des techniciens qui souvent testaient des choses un petit peu risquées. Donc, pour moi, c'était un serrage plutôt type allumage. Tu te souviens, on avait beaucoup de problèmes d'allumage sur les TZ, et pour moi, c'était plutôt un problème d'allumage. Bon, néanmoins, les mécaniciens sont sûrs d'eux, c'est un problème de carburation, donc ils modifient la carburation. Et le lendemain, donc troisième séance d'essai, je pars, je fais un tour, je serre. Au même endroit, à 5 mètres près, au même endroit. Je ramène la moto et je lui dis, écoutez, bon, pour moi c'est un problème d'allumage, donc il ne reste plus qu'une séance d'essai, là il faut changer moi l'allumage. Les mécaniciens refusent. Les mécaniciens refusent de changer l'allumage, en me disant, non, c'est pas l'allumage, on en est sûr, c'est un problème de carburateur. Donc ils refont une modification de carburateur, bon, très bien, donc je repars, quatrième séance d'essai et dernière séance d'essai, j'avais dégringolé, bon, évidemment, au classement, et je fais un tour et je resserre de nouveau au même endroit. Bon, donc je ramène la moto, je leur dis, écoutez, c'est un problème d'allumage, bon, je vais partir en avant-dernière ligne, je crois, hein, bon, mais je pars quand même sur le Grand Prix, je suis quand même qualifié pour prendre le départ du Grand Prix. Par contre, je repars pas dans ces conditions-là, si vous faites rien, parce que de toute façon, je sais que je vais serrer au premier tour, en plus là, ce sera en course, il y aura peut-être quelqu'un à la speed derrière, j'ai pas envie de... Bon, donc je leur dis, donc, vous me changez l'allumage. De nouveau, refus des mécaniciens, qui refusent une nouvelle fois de me changer l'allumage. Tu rappelles le nom de l'écurie ? C'était l'écurie Pernod. Voilà. Oh ben, les mécaniciens s'en souviennent sûrement. Et donc, bon, moi je leur dis, écoutez, à ces conditions-là, non, ben, dans ce cas-là, on laisse tomber, je ne prends pas le départ du Grand Prix, ça ne sert à rien, je sais que je serai. Et, alors ils me disent, bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va aller tester quelque chose, on va trouver une piste, et on va aller tester, on va tester une modification, une dernière modification qu'ils ont faite, toujours sur les carburateurs. Et alors là, on voit le poids d'une société telle que Pernod. Ils appellent leurs représentants en Suède de la société Pernod, qui nous trouve une piste d'aviation. Et on se retrouve le lendemain matin, le jour du Grand Prix, hein, il doit être 6h du matin, ou 6h30 du matin, sur une piste, hein, peut-être à 30 ou 40 km d'understop, pour faire des allers-retours avec la moto. Bon. Et donc je me souviens que quand j'arrive, je dis aux mécaniciens qui sont en train de préparer la moto, je leur dis, bon, vous avez changé l'allumage ? Non, mais là c'est bon, on a trouvé, etc. Je leur dis, bon, très bien, écoutez, je vais partir, je vais faire un aller-retour au début, je ne vais pas trop tirer pour chauffer le moteur, et ensuite, deuxième aller-retour, je vais tirer dessus, et je vais serrer. Mais non, là, on a fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de problème. Très bien. Je pars, il se produit exactement ce que j'avais annoncé. C'est-à-dire que je serre tout de suite. Et alors là, Estrosi qui était là, il y a un moment quand je ramène la moto une nouvelle fois, je leur dis, bon, de toute façon, moi, je ne prends pas le départ du Grand Prix, et Estrosi dit au mécanicien, écoutez, bon, changez-lui l'allumage, lui il pense que c'est ça, donc Alexandre, peu importe, changez-lui l'allumage, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, puisque de toute façon, la moto, il n'y a plus de séance d'essai d'ici le Grand Prix, donc on ne peut pas tester autre chose, changez-lui l'allumage. Il me change l'allumage, et la moto a parfaitement fonctionné. Voilà. Bon, alors, mais malheureusement, je pars loin sur la grille. Bon, j'arrive à rentrer dans les points. Donc, à l'époque, c'était les 10 premiers. Hein, donc, je rentre dans les points, mais évidemment, bon, la victoire est perdue, bien sûr. Et donc, là, je pense que c'est un Grand Prix que j'aurais pu remporter également, si ça s'était passé normalement. On est en fin de saison. C'est le dernier Grand Prix. Un 83. Oui. Que se passe-t-il ? Donc, l'intersaison, tu négocies, Alors l'intersaison, bon, évidemment, Pernod souhaite me garder, bien sûr. Donc Christian, lui, prend la décision d'arrêter sa carrière. Hein. Donc son 83, c'était sa dernière année, sa dernière saison. Il reste team manager.
hein, de la structure. Et donc un deuxième pilote est embauché à travers en la personne de Jean-François Baldé. Et Jean-François est mon équipier en 84. Que donne l'année 84 au plan résultat? Ça a été difficile. Les résultats ont été médiocres, que ce soit pour moi ou pour Jean-François. Jean-François a fait un peu mieux que moi, mais on n'est pas dans les 10 premiers, hein, ni l'un ni l'autre. Et pour une moto qui partait là aussi pour gagner. Quelle est la raison? Alors, on a une nouvelle équipe de mécaniciens, parce que l'ancienne équipe, on va dire, ils sont séparés, pour utiliser un terme modéré. Il y a une séparation entre l'ancienne équipe de mécaniciens et la société Pernod. Et donc, une nouvelle équipe arrive, avec des gens compétents, mais il faut savoir que une Pernod, c'était un prototype. Hein. C'était pas une Yamaha TZ, hein, construite à plusieurs centaines d'exemplaires. C'était un prototype, et le prototype, en fait, il fallait vraiment très bien le connaître toutes les subtilités pour arriver à bien le faire marcher. Conçu en 1979 et 80, qui a commencé de courir en 81. Oui. Donc elle a déjà 3 ans. Oui. La première sortie, c'est fin 81. La première sortie de la 250 Pernod, en effet. Oui. Voilà. Donc c'est une moto particulière, spéciale, qu'il faut connaître, etc. Donc les nouveaux mécaniciens, en plus, visiblement, ils partent, ils n'ont pas beaucoup d'éléments, on leur a pas laissé grand-chose, donc, en tout cas de fiable. Hein, et donc, il faut qu'ils apprennent, et la moto marche correctement, mais c'est plus l'avion de chasse que j'avais l'année précédente. En 83, la 250 Pernod était peut-être pas la meilleure, mais elle était dans le groupe des 3-4 meilleures motos. Hein. Elle avait tout à fait le potentiel pour être championne du monde. Elle avait été développée effectivement en première course de tiers de la saison 81, développée en 82, donc elle arrive à maturité en 83. En 83, elle est complètement dans le coup. Hein. C'est une machine qui aurait pu être championne du monde sans problème. Par contre, 84, il y a plutôt une régression. Il y a plus de développement. Il n'y a plus de développement, la moto va plutôt moins vite. Jean Bidalot est encore dans le... Alors Jean Bidalot il a toujours eu un rôle, il était dans l'environnement, mais il n'était pas vraiment impliqué, il venait pas sur les circuits, par exemple, ou rarement. Enfin, alors en 83, il n'était pas du tout présent, il l'était un petit peu plus en 84, mais bon, malgré tout, l'adversité, elle a progressé, parce que c'est l'année où arrivent les cylindres Hummel. Hein, les cylindres Hummel, c'était un développement de cylindres de Yamaha, et chaque Yamaha a dû gagner 2-3 chevaux. Et le revêtement. Oui, le revêtement, puis il y avait... L'intérieur et puis les lumières. Et donc les Yamaha, et la majorité du plateau est composé de Yamaha, ont progressé, ils ont gagné 2-3 chevaux. La Pernod, on a plutôt perdu 2 ou 3. Donc en fait, je me retrouve vraiment avec une moto. Je me souviens du premier Grand Prix, c'était à Calamy, où il y avait peut-être 84, premier Grand Prix 84, où il y a peut-être 40 machines qui participent aux essais, et je crois que je suis le 22e ou 23e temps. Voilà, c'est vraiment dans la moyenne, hein, c'est petite moyenne. Donc là, c'est beaucoup plus difficile, et je dois reconnaître que moi, assez rapidement, je me suis découragé, parce que là encore, je me suis démotivé. Moi, je partais pour être champion du monde, et en fait, je me rends compte que je dois me battre pour finir 7e ou 8e. Bon, j'ai fini plusieurs fois dans les points, bien sûr, mais voilà, je devais me battre pour faire 7 ou 8, et c'est vrai que j'ai perdu le feu sacré, c'est vrai. Jean-François a fait un peu mieux, mais il n'a pas fait beaucoup mieux, parce que la moto, la sienne, c'était pas non plus. Donc il avait des performances aussi qui étaient on va dire, moyennes. Donc c'est 84, tu arrêtes avec la Pernod. Mais j'arrête tout court. Hein. Alors, j'ai fait quelques courses en chasseur de primes l'année suivante. J'ai dû faire 3 ou 4 courses parce qu'on m'offrait de belles primes de départ, parce que j'avais une belle notoriété malgré tout encore. Et je me souviens d'avoir fait une course à Manicourt, on m'avait offert une très belle prime de départ. Il y a des Autrichiens qui me rappellent pour que j'aille courir chez eux, parce que j'avais gagné 2 fois chez eux au début des années, à la fin des années en 80. Exactement. En 1980, j'avais gagné en 250 et en 350. Voilà, donc je fais quelques courses comme ça, mais de toute façon, j'ai déjà décidé d'arrêter la course. Là, tu arrêtes. Oui. Et il n'y aura pas à nouveau... Le bilan de la compétition, donc tu commences en 76, t'arrêtes en 84. Oui. Ça fait une petite dizaine d'années. Un bilan, moi, par contre, ça reste la période la plus exceptionnelle de ma vie. Hein. Et ça, c'est certain que ça restera jusqu'à la fin de ma vie. C'est vraiment une période où vous vivez vraiment très intensément.
beaucoup plus que dans toute la vie après. Alors justement, mais je me suis préparé à ce niveau-là, parce que je savais que la vie derrière la course moto risquait de me sembler fade, donc il fallait absolument que je m'investisse tout de suite dans autre chose, surtout pas d'année sabbatique, et il fallait tout de suite que je m'intéresse, que je me passionne pour autre chose.